Bonjour, je m'appelle Elena Panayoli, je suis cardiopédiatre à l'hôpital Négal Enfants Malades et avec grand plaisir, on va aborder aujourd'hui un sujet très important, notamment les urgences cardio-néonatales. Donc ici, vous pouvez voir un peu un résumé des les différentes cardiopathies congénitales. Donc tout commence, c'est clair, par la clinique. Car il existe différentes présentations cliniques qui peuvent nous orienter vers différentes hypothèses diagnostiques. Donc d'abord la cyanose réfractaire, l'insuffisance cardiaque, et qui on peut voir différents tableaux, notamment les congestions et les bas débits, les soufflets cardiaques, les pouls fémoraux et brachiaux, la saturation sous- et sous-ductale. Donc on est donc en maternité et on est appelé pour, par exemple, une cyanose réfractaire. Donc ici, on commence par un exemple des cyanoses isolées. Donc on peut voir ici un exemple d'une échocardiographie qui montre des vaisseaux qui sont en disposition parallèle. Donc ça, c'est l'artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche et l'aorte qui sort du VD. Et donc ça, c'est compatible avec la transposition des gros vaisseaux, qui c'est une des causes à retenir dans le cadre de la cyanose isolée. Ensuite, on a un autre tableau. Donc, cyanose et détresse respiratoire. Ici, on peut voir une radiographie très parlante avec une congestion pulmonaire très importante et une cardiomégalie. Donc, l'hypothèse principale, comme on peut voir ici, c'est une anomalie de réseau veineux pulmonaire. Et surtout, une analyse de réseau pulmonaire totale et bloquée, comme on peut voir ici par l'accélération au niveau de la veine de drainage. Et l'autre élément important qu'on peut voir ici en échocardiographie, c'est aussi les chantes, l'étage auriculaire, qui est les droit-gauche. Donc ça, c'est fait partie aussi des signes directs du blocage au niveau de la veine de drainage et de l'RVPA totale. On peut voir différents types de RVPA. On peut voir les RVPA supracardiaques, qui c'est les plus fréquents et qui peut être bloqué. Intracardiaque, c'est rarement bloqué, presque jamais. Et donc, ça veut dire que le drainage est au niveau de l'oreillette droite ou au niveau du sinus coronaire. Et après, on a l'RVPA infracardiaque qui est toujours bloqué. 20% des cas, c'est des causes d'RVPA. Et l'RVPA d'autres formes, par exemple, dans les contextes d'hétérotaxie. Ici, vous avez un exemple d'une RVPA infracardiaque avec une sténose au niveau du collecteur et de la veine de drainage en position sous-diaphragmatique. Et ça, c'est un coupe scanner en coronal qui c'est très parlant et évocatrice de cette diagnostic, en sachant que quand même, avec l'échocardiographie, on peut faire le diagnostic très facilement. Une autre cause, donc d'un autre tableau, donc cyanose et détresse respiratoire, mais on peut voir ici une cardiomégalie plus importante, c'est la maladie d'Epstein. Ici, l'échocardiographie, on peut voir un filtre tricuspide majeur avec une absence de délamination du feuillet septal. Donc ça, c'est évocatrice d'une anomalie d'Epstein. Et ça fait partie des causes à retenir dans le cadre d'une cyanose et détresse respiratoire. Là, on peut donc passer à la cyanose et souffle. Donc, on peut avoir une cyanose et un souffle systolique au fluide pulmonaire. Et donc, ça c'est plutôt évocatrice d'une tétralogie des Fallot ou d'une sténose pulmonaire critique. On peut avoir un double souffle au foyer pulmonaire. Donc, ça, c'est plutôt évocatrice d'une agénésie des valves pulmonaires ou un tronc artériel commun. On peut avoir une absence de souffle ou un souffle au foyer tricuspide. Et c'est plutôt évocateur d'une atrésie pulmonaire à septum intact. Ou sinon, on peut avoir pas de souffle ou un souffle continu. Et donc, c'est plutôt vers une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Donc ça fait partie, les exemples qu'on vient de donner, ça fait partie d'une catégorie plus grande, notamment les cardiopathies conotroncales. Dans les cadres des cardiopathies conotroncales, la plus fréquente, c'est la communication interventriculaire dans les 30% des cas. Et à suivre, on a la tétralogie des Fallot dans les 6% des cas et l'abso dans les 4% des cas. Quand on fait un diagnostic d'une cardiopathie conotroncale, il faut toujours rechercher un syndrome de Di-George, comme on peut voir dans cette image-là. C'est un syndrome associé à cette cardiopathie. Là, maintenant, on peut passer à l'insuffisance cardiaque. Donc, devant un tableau d'insuffisance cardiaque, on est toujours en salle de maternité. Donc, on va analyser les pouls périphériques,
la saturation au membre supérieur droit et au membre inférieur et voir s'il y a une différence. Et en plus, on va évaluer s'il y a des signes de congestion ou sinon des signes de bas débit. Donc, on est devant un tableau d'insuffisance cardiaque rose avec des pouls fémoraux qui sont embolis. L'échocardiographie ici montre une cardiopathie qu'on appelle coartation aortique avec un rétrécissement ischmique. L'autre signe caractéristique de la coartation aortique sans insuffisance, sans bas débit, c'est la présence d'un prolongement diastolique au niveau de la grosse aortique avec une augmentation de son gradient, qui là, on peut voir, il arrive jusqu'à 4 mètres par seconde. Et ici, vous pouvez voir une image aussi d'un scanner cardiaque qui retrouve un rétrécissement sévérissime au niveau de l'isthme aortique en aval de la sous-clavière gauche. On est toujours devant un bébé avec une insuffisance cardiaque rose, mais avec tous les pouls sont mal perçus. Donc, ce n'est pas juste les pouls fémoraux. Donc, dans ces cas-là, on s'oriente plutôt vers une cause qui est en amont de la grosse aortique, donc notamment au niveau de la valve aortique. Donc, il faudra penser à rechercher une sténose aortique. Par contre, si par exemple on a une insuffisance cardiaque qui est bleu en bas, bleu en haut et rose en bas, avec une différence en termes de pouls, donc une différence en termes d'asymétrie des pouls fémoraux et des pouls huméraux. Dans ces cas-là, alors on doit penser à une autre cardiopathie qui s'appelle l'interruption de l'arche aortique. Ici, vous pouvez voir un exemple. Avec la perfusion cystée fait par les canaux artériels au niveau de l'aorte thoracique descendante. On peut passer maintenant des cas cliniques pour essayer de réviser un peu les différentes causes et les différents tableaux cliniques qu'on vient de présenter. Donc, naissance à 38 semaines, bien adaptation à la naissance. H24, on est appelé parce qu'il y a une cyanose réfractaire, sans souffle, sans différentiel de saturation, sans signe de lutte respiratoire, avec des pouls qui sont tout bien perçus. Et donc, on est appelé pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et en sachant qu'il n'y a pas de cardiologue pédiatre sur place et les premières se retrouvent à distance. Donc, en premier lieu, on pense à quel type de cardiopathie en fonction de toutes les choses qu'on a dit. Donc, une cyanose plutôt isolée, sans d'autres signes, sans transposition des gros vaisseaux. Donc, on peut voir ici l'échocardiographie qu'on vient de faire, qu'on vient de montrer aussi tout à l'heure, donc avec l'artère pulmonaire qui sort du ventricule gauche. Et l'aorte qui sort du ventricule droit avec la coupe qui montre comme les vaisseaux sont parallèles. Donc, à ce moment-là, on doit comprendre qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la prise en charge immédiate. Donc, on doit comprendre s'il y a une indication à ouvrir mieux, élargir mieux les champs de l'étage auriculaire pour améliorer les mixings du sang. Donc, il faut voir s'il faut poser une indication à la manœuvre de Rashking. Donc, dans ces cas-là, on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, on regarde si les foramen ovales est restrictif ou pas. Et donc, on peut voir que dans la suite, les bébés ils commencent à se dégrader sur le plan de la saturation. Donc, il a 68 de saturation avec un canal qui est ouvert mais qui est petit. Et donc, les foramen ovales est ouvert mais restrictif. Donc, dans ce cas-là, il y a l'indication à faire la manœuvre de Rashking. Et ensuite, on va voir comment il va aller après cette manœuvre. Ici, vous avez une vidéo qui montre qu'est-ce qu'on fait. Donc, en gros, on perfore les segments interauriculaires pour élargir un peu mieux les foramen ovales pervium et favoriser donc un meilleur shunting au niveau de l'étage auriculaire. Et donc, on va gagner quelques points de saturation. C'est probable que par la suite, on va voir l'adaptation et ça sera nécessaire éventuellement d'introduire de la brucine pour améliorer les mixings. Maintenant, on parle de Philippe, donc naissance en 37 semaines, cyanose péribuccale. Donc, on est appelé parce qu'en gros, il y a une cyanose aux 4 membres, en absence d'amélioration sous O2, donc une cyanose réfractaire aux 4 membres, pas d'insuffisance cardiaque, petit souffle systodiastolique sous clavière gauche et des pouls qui sont bien perçus aux 4 membres.
Donc ici, vous pouvez voir la radiographie. Et donc, et ici, il y a les différentes hypothèses diagnostiques. Donc là, comme cardiopathie, c'est une cardiopathie, donc on rentre dans les cardiopathies conotroncales, et donc c'est une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Et donc, les souffles systoliques, elle est liée par on peut voir ici cette image qui est évocatrice d'une collatérale aortopulmonaire. Donc, c'est une cardiopathie ducto-dépendante. Qu'est-ce qu'on fait donc en tant que néonatologue, par exemple? Donc, on démarre la prostine et une fois qu'on démarre la prostine, il faudra voir comment il tolère la prostine. Par exemple, il peut faire des apnées. Et donc, dans ces cas-là, la chose qu'on va faire, c'est baisser la prostine si possible jusqu'à la dose minimale efficace. On peut démarrer la caféine à 20 mg par kilo. Éventuellement, on peut optimiser l'oxygénation avec UVNI si pas d'amélioration malgré les 2 premières mesures et si besoin, éventuellement, l'intubation. Donc après, la prise en charge, ça va être chirurgicale avec un premier temps d'ouverture VDAP ou de préférence ou un instrument systémique pulmonaire, donc un Blaloc. Et avec le but, c'est de faire grandir les artères pulmonaires en amenant un peu plus de sang antérograde au niveau des artères pulmonaires et surtout, en même temps, il faudra éviter l'hyperdébit pulmonaire. Donc ça va être plutôt une ouverture VDAP, mais plutôt restrictive. Et donc, par ailleurs, le chirurgien vous signale à la sortie du staff qu'il n'y a pas de trouée de thymus à l'ouverture du thorax. Qu'est-ce qu'on pense? C'est toujours, comme on avait déjà dit, dans les cardiopathies conotroncales, il faut penser à la syndrome de George. Donc, Nathalie, naissance à terme, retour à domicile, J3, mauvaise prise alimentaire avec dyspnée lors des TT. Donc, on signe quand même parlant d'insuffisance cardiaque. Consultation d'urgence pour majoration de la dyspnée. Il est plutôt gris, marbré, hypotonique. Pouls moraux qui sont faibles et les pouls fémoraux qui sont non perçus. Il y a une différence de tension entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et la saturation, il n'y a pas de différence de saturation entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, ici, vous pouvez voir les différentes hypothèses. Donc, Nathalie, donc après, la suite, c'est un passage direct en réanimation avec des signes congestifs d'hépatomégalie ou AP. Et ici, vous pouvez voir l'échocardiographie qui retrouve donc les cavités droites qui sont très dilatées, donc avec un tableau évocateur d'une hypertension pulmonaire, mais pas capillaire, avec un prolongement diastolique sans augmentation de gradient au niveau de l'isthme aortique. Donc, ça veut dire que ça va être une coartation aortique en choc cardiogénique. Donc, dans ces cas-là, le traitement de référence, c'est la dilatation percutanée. Comme vous pouvez voir ici l'exemple, donc on va gonfler les ballons au niveau du redressement isthmique pour enlever l'obstacle et améliorer la fonction cardiaque avant d'aller au bloc. Et donc, il y a une meilleure fonction du ventricule gauche une fois qu'on a ouvert la prostine et une fois qu'on a ouvert les canaux après l'introduction de la prostine. Nicolas, diagnostic anténatal des cardiopathies congénitales, on est en salle de naissance, qui sont tout faiblement perçus, pas de différence par contre de tension artérielle, polypnée, tirage modéré, pas de différence donc de saturation entre les membres supérieurs et les membres supérieurs gauche, mais une différence avec les membres inférieurs de 9 points et un souffle systolique à 2,6. Donc, l'échocardiographie, dans ces cas-là, elle est plutôt évocatrice d'une sténose aortique et aussi les tableaux cliniques avec une petite fuite mitrale. L'option thérapeutique, dans ces cas-là, ça peut être une dilatation ballonnée de la valve aortique ou une commissurotomie aortique chirurgicale en fonction de l'état hémodynamique et de la dysfonction cardiaque qu'on retrouve à l'échocardiographie. Ensuite, une autre cause importante qu'il ne faut jamais oublier, donc, ici vous pouvez voir un électrocardiogramme qui est très parlant. Donc il y a Juliette, 6 semaines, détresse respiratoire, donc aussi l'âge c'est typique. Cardiomégalie,
Et à l'électrocardiographie, à l'ECG, on peut voir des ondes Q en D1 et AVL. Et donc, il faut toujours penser et en intérieur aussi, il faut toujours penser à al kappa, donc à une anomalie de naissance des artères coronaires gauches dans les causes d'insuffisance cardiaque chez les tout petits bébés. Donc ici, on a fait un peu un résumé des différentes causes, des différents tableaux cliniques qu'on peut avoir en salle de naissance ou en maternité. Donc cyanose réfractaire, on a dit, ça va être une cyanose réfractaire isolée, donc ça va être plutôt en transposition des gros vaisseaux ou un RBPA total non bloqué. Une cyanose et une détresse respiratoire, ça va être plutôt évocateur d'une RBPA bloqué, Epstein sévère ou antidrogie de Fallot aussi avec une transposition des gros vaisseaux avec un foramen ovale restrictif. Cyanose et souffle, c'est plutôt évocateur donc d'une cardiopathie conotroncale. Insuffisance cardiaque rose avec des poux fémoraux qui s'embolient, c'est plutôt évocateur d'une coartation aortique. Quand tous les poux sont mal perçus, c'est plutôt un sténose aortique. Insuffisance cardiaque bleue, en absence d'une gradient de saturation et les poux qui sont tout mal perçus, c'est plutôt une hypoplasie du corps gauche. Et les gradients, et avec tous les différents sous-catégories de l'hypoplasie du corps gauche. Et par contre, s'il y a un gradient de saturation et les poux fémoraux qui sont mal perçus, c'est plutôt une interruption de l'arche aortique ou une transposition des gros vaisseaux, CIV cohorte. Et enfin, il faut toujours aussi avoir chercher autre chose, même si c'est pas facile. Donc, cyanose réfractaire aux 4 membres, BD claqué, avec un souffle triglycéride, absence des signes d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un tableau clinique plutôt évocateur, dans les différentes causes, c'est plutôt évocateur d'une hypertension pulmonaire. Donc, on peut penser que ça va être juste une hypertension pulmonaire de nouveau-né. On peut voir ici l'échocardiographie est très parlant avec une dilatation importante de la cavité droite, avec un ventricule gauche qui est refoulé par la dilatation du ventricule droit. Et donc là, parfois, et c'est une chose que ça peut arriver, il faut penser à un shunt porte-cave qui peut donner donc de l'hyperdébit, qui peut donner donc les mécanismes sont plusieurs, mais qui peut être associé à une hypertension pulmonaire sévère chez les nourrissons. Et enfin, une autre cause importante d'urgence dans la période cardio-néonatale, c'est les troubles du rythme. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple d'une tachycardie supraventriculaire. Donc, il y a différentes causes. Il y a la tachycardie atrioventriculaire par entrée. Donc, en gros, dans ces cas-là, l'adénosine, il permet l'arrêt de la tachycardie et donc c'est aussi une des causes plus fréquentes. Ici, j'ai fait un petit résumé des différents types de tachycardie atrioventriculaire, qui ça peut être intranodale ou par faço-accessoire. En gros, on commence par ralentir donc la conduction entre les oreillettes et les ventricules ou par manœuvre vagale, manœuvre de Valsalva ou par pose de sonde nasogastrique. Et si échec, il faut faire les tests avec l'adénosine. Donc on peut utiliser aussi la stradine en fonction des deux médicaments qu'on a à disposition. Donc les doses c'est 0,20-0,3 mg per kilo pour les crénosins et 0,5 mg per kilo pour la stradine. Dans les contre-indications de l'adénosine, il y a l'asthme, parce que ça peut donner du bronchospasme, et l'alternative ça peut être l'iltiazème. Et en cas de bradycardie extrême, il faut toujours avoir à côté l'atropine, 20 gamma per kilo minute. Pendant l'injection, c'est très important d'enregistrer les tracés pour avoir la réduction, comme on peut voir ici dans cet exemple. Une autre cause importante à retenir, c'est les fractures néonatales. Dans ces cas-là, donc c'est une tachycardie par macro-rentrée. Donc la réduction, c'est plutôt par amiodarone au choc. L'échocardiographie, c'est importante parce que c'est important d'éliminer une anomalie d'Epstein. Et le pronostic, en général, c'est excellent parce que le risque de récidive il est presque nul. Ici, vous avez un exemple de tracé d'une voie accessoire, donc vol Parkinson-White, on a l'onde delta type